Bonjour et bienvenue sur CivilNet. Aujourd'hui, nous accueillons Taline Papazian, qui est chercheuse à l'Université de Californie du Sud, dans l'Institut des études arméniennes. Bonjour Taline. Bonjour Annie. Enchantée. De même. Vous avez longtemps travaillé sur des sujets liés à l'Arménie, notamment sur la région en conflit du Haut-Karabakh. Mais donc vous êtes venu en Arménie cette semaine notamment sur une autre question qui est liée justement à la révolution qui a eu lieu récemment, qui a commencé le 13 avril et qui a duré un mois. Et vos pistes de recherche se sont donc un peu déviées sur la question plus de la jeunesse, de son implication et de la diaspora aussi dans la révolution qui s'est produite en Arménie. Pouvez-vous nous en dire d'abord un peu plus ? Volontiers. Alors je dois dire que cette question des évolutions de la diaspora, j'avais commencé un petit peu à m'y intéresser l'année dernière et j'étais partie sur une hypothèse à la suite de ce qu'on avait vu en Arménie avec Electric Yerevan et de l'implication de certaines individualités de la diaspora comme Alcine Khanjian et d'autres moins connues, mais plutôt des individualités que des organisations structurées. Et donc en fait en remarquant ça, je m'étais dit que j'ai l'impression qu'on commence à voir à l'œuvre un embryon de société civile en diaspora également, parfois connectée via les réseaux sociaux d'un pays à l'autre, d'une communauté à l'autre, connectée avec l'Arménie également, la plupart du temps au niveau d'organisations également grassroots, pas forcément au niveau du gouvernement. Et donc j'avais envie de travailler un peu plus là-dessus. Et puis est intervenue, comme vous disiez, la Révolution. Et elle m'a en effet un peu confortée dans le fait qu'il fallait creuser ces hypothèses. Donc, nous nous sommes déjà rencontrés auparavant et nous avons longuement parlé de ça aussi. Et l'une des choses que vous aviez remarqué, c'était qu'il y avait une espèce de coupure entre cette diaspora arménienne. D'ailleurs, ce serait bien que vous puissiez nous définir un petit peu quelles sont les... C'est une diaspora qui est assez éparse et différente. Déjà comprendre un petit peu ce que c'est cette diaspora au niveau francophone, mais aussi au niveau international, si on peut. Et puis aussi comprendre comment... il y a eu une certaine coupure au moment de la Révolution, au moment des protestations. Vous avez noté, et nous avons aussi noté, qu'il y avait une espèce de coupure entre cette diaspora et les réalités au niveau de l'État arménien et de ce qui se passait ici. Oui, tout à fait. Alors, sans rentrer dans des choses trop compliquées au niveau de la théorisation, la diaspora en général et la diaspora arménienne en particulier, c'est une dispersion donc, d'un peuple qui, le plus souvent, quitte son lieu d'origine à la suite d'une catastrophe. La diaspora arménienne est considérée comme un cas de diaspora classique avec la diaspora juive et elle s'est organisée donc bien avant le génocide, mais évidemment surtout depuis le génocide avec des institutions autochtones, je vais dire, dans chacun de ces pays d'accueil. Alors, la coupure dont vous parliez, Annie, en fait, je ne l'ai pas vue à l'œuvre, malheureusement, que cette fois-ci. Je l'ai vue à l'œuvre il y a déjà bien plus longtemps que ça. En 2008, par exemple, il y avait déjà eu des protestations à la suite d'élections qui avaient été considérées comme trop abondamment truquées. Et la diaspora s'était pas du tout mobilisée après la répression gouvernementale du 1er mars 2008. Et j'avais à ce moment-là, personnellement, été choquée de voir que nos institutions traditionnelles, non pas devaient prendre une position politique pour un parti ou l'autre, ce n'était pas la question, mais devaient au moins publiquement se prononcer quand il y avait des violations des droits de l'homme aussi évidentes en Arménie. Voilà. Et c'est en fait cette fissure-là qui a continué à se creuser, et je crois qu'on l'a vu à l'œuvre avec cette révolution-ci, où en effet, les institutions classiques, celles du moins dont ça aurait été le rôle de parler, ce n'aurait pas été le rôle de toutes les institutions, mais certaines, oui, auraient dû dire quelque chose et beaucoup plus tôt, à mon avis, plutôt que d'arriver à la fin des événements. Et justement, est-ce que vous pouvez expliquer quelle serait la raison pour laquelle ces institutions ne sont pas prononcées, n'ont pas émis le moindre commentaire durant ces protestations ? Quelle est la raison qui a fait qu'ils n'ont juste décidé de se taire, quoi ? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de raisons, et je vais employer le mot responsabilité. Je pense que les responsabilités sont partagées. Dans l'histoire de l'Arménie indépendante, malheureusement, les relations Arménie-diaspora ont commencé avec une séparation idéologique et politique, parce que la vague de
d'enthousiasme et d'optimisme qui avait accompagné l'indépendance de l'Arménie en 1991, finalement n'a pas été mise à profit par les premiers gouvernements arméniens. Et bien au contraire, les rôles ont été très strictement départagés. La diaspora, je mets des guillemets de précaution, mais s'occupe de ses affaires et notamment de la reconnaissance du génocide arménien. Les citoyens d'Arménie s'occupent de leurs affaires et de faire donc prospérer, ou aller vers une indépendance consolidée l'État arménien. Il y a de nombreuses raisons à cela, donc ce n'est pas nécessairement une critique ce que j'émets, c'est un constat. Il y a eu ce mur entre la diaspora et l'Arménie qui s'est renforcé pour un certain nombre de raisons. Il y a eu aussi des déceptions de part et d'autre, des incompréhensions, parfois aussi beaucoup de méconnaissances, et c'est contre tout ça qu'il faut essayer d'aller aujourd'hui à mon sens. On parlait d'une coupure entre l'État arménien et donc ces institutions-là qui représentent en majorité la diaspora. Pourtant, au sein même de la diaspora, il y a eu une espèce de coupure entre des jeunes qui ont cherché à s'impliquer un peu plus aussi dans ce qui se passait en Arménie et ces institutions-là qui se sont juste tues. Donc on remarque qu'il y a aussi une coupure à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ? Absolument. Depuis tout à l'heure, j'emploie le mot « la diaspora ». Bien entendu, il n'y a pas la diaspora. Il y a de multiples communautés et au sein de ces communautés, il y a des couches extrêmement variées. Mais ce qu'on a vu dans cette révolution et qui me paraît vraiment intéressant, et là j'ai envie un peu de lancer un message à destination du gouvernement arménien d'aujourd'hui, c'est de pousser là-dessus, de creuser. Ce qu'on a vu, c'est que les manifestations qui ont été organisées dans différentes communautés de la diaspora à l'occasion de la révolution de velours ont été d'abord lancées à l'appel, en général, de petites organisations, pas du tout les grandes institutions classiques, parfois même juste des individus, mais qu'elles ont été suivies et par des membres de la diaspora ancienne, on va dire, et par des membres de la diaspora beaucoup plus récente, donc des Ayastansi, on va dire, et d'autres plus anciennement installés, et bien sûr aussi des jeunes. Et là, le clivage entre les institutions classiques et ces personnes, ces individus ou ces plus petites organisations qui se sont sentis concernés, qui ont voulu s'investir, qui ont écrit énormément sur les réseaux sociaux au sujet de ce qui se passait, là le clivage véritablement était flagrant. Récemment, donc, nous avons en Arménie, il y a un nouveau gouvernement qui est populaire, c'est Nicole Pachinian qui le mène, et il y a également un ministère de la diaspora. Et Nicole Pachinian a bien noté, a bien insisté sur le fait qu'il voulait renouer absolument avec cette diaspora, pas seulement au niveau financier, puisqu'on sait que beaucoup d'argent rentre justement de la diaspora en Arménie, donc que ce ne soit plus un soutien seulement financier, mais aussi humain et social et culturel. Vous avez eu l'occasion aussi de rencontrer des personnes du gouvernement, de l'ancien gouvernement, qui étaient déjà dans le gouvernement avant, et aussi des nouvelles têtes du gouvernement. Quelles sont vos premières remarques, vos premières émotions, vos premiers pressentis en fait de ces rencontres ? Alors d'abord, globalement très positif, dans le sens où le message qui a été envoyé par Nicole Pachinian et par ses coéquipiers du nouveau gouvernement est vraiment le même partout. Donc il y a de l'espoir, je crois qu'il y a de l'enthousiasme. Il faut maintenant évidemment aller au-delà des messages, au-delà des slogans, c'est-à-dire qu'il faut créer des canaux institutionnels pour que les relations puissent s'établir, et non seulement sur un plan vertical, comme ça a été trop souvent le cas jusqu'à présent, mais véritablement sur un plan horizontal. On a les moyens de le faire, on a des réseaux sociaux, on a des organisations grassroots en Arménie, on commence à en avoir en diaspora. Il faut capitaliser sur tout ça pour pouvoir mettre en place les meilleurs moyens de collaborer, et sachant que la collaboration, ça veut aussi dire les moyens de se connaître réciproquement. La diaspora est extrêmement variée, comme je le disais tout à l'heure. L'Arménie aussi, quelque part, même si c'est un petit pays, il y a pratiquement autant d'opinions qu'il y a de personnes. Donc, plus nous parviendrons à développer une vraie interpénétration de ces sociétés différentes, et je pense meilleure sera notre chance de réussir une collaboration. Et au niveau pratique aussi, on parlait justement de ces institutions qui ont un petit peu perdu de la crédibilité par certains face à cette situation-là. Comment ces institutions qui sont quand même là depuis très très longtemps et qui sont bien implantées et qui représentent quand même une majorité, comment elles peuvent faire pour essayer de regagner la confiance un petit peu de cette diaspora et puis de renouer au niveau pratique, disons. Concrètement, quels seraient les premiers pas qu'ils pourraient mettre en place pour justement renouer et montrer que finalement c'est une solidarité qui existe avec un État, avec un peuple, et non point seulement une solidarité dans la diaspora?
Ah oui, bien sûr, surtout que je ne sais même pas si elle existe dans la diaspora, mais la démocratisation, c'est le mot-clé en ce moment en Arménie, ça devrait être le mot-clé en diaspora aussi. Elle est évidemment, sur un plan pratique, difficile à mettre en place. Il y a eu quelques années, il y a eu une tentative en France de mettre en place un organe représentatif élu. Bon, il y a eu un certain nombre de difficultés, c'est pas parce qu'il y a un échec une fois qu'on est obligé de s'arrêter sur le premier échec, mais les organisations traditionnelles ont un rôle à jouer et elles doivent le jouer impérativement, mais ça passe par l'autocritique, ça passe par accepter de se réformer, ça passe aussi par laisser émerger de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, de nouvelles manières de penser, un peu comme ici finalement. Ce travail-là de préparer la relève n'a pas été fait en diaspora, pour des raisons encore une fois objectives et moins objectives. Et il faut qu'il soit fait. Parallèlement à ça, toutes les micro-organisations dont je parlais, micro ou un peu moins micro, mais peu importe, qui font de l'excellent travail parfois, qui ne bénéficient pas forcément de la notoriété de ces grandes institutions, doivent absolument être intégrées à ce champ pluriel voilà, des communautés aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui. Pardon, juste un dernier mot. Bien sûr. Bien sûr, faut un déclivage entre Arméniens d'Arménie, Arméniens de la diaspora, Arméniens de Beyrouth, Arméniens de je sais pas où. Ça, au premier chef, débarrassons-nous de ces vieilles lunettes-là. Merci beaucoup, Taline. Merci beaucoup de nous avoir suivis et continue à nous suivre sur Civilnet.